Comme toujours, l'actualité mondiale en termes de football est toujours aussi intéressante et toujours aussi bien rythmée entre une semaine et surtout un week-end dernier de folie entre des titres remportés, des records qui sont tombés, des déceptions et des clims qui ont été distribués comme certaines raclées, des matchs de folie et aussi au passage on parlera bien entendu de CR7 que vous pouvez le voir dans le sommaire qui s'est affiché ici. Pas mal de choses en tout cas à dire et à décrypter. Bienvenue les amis en tout cas dans ce nouvel épisode d'Actu Mondial. Et au passage je vous rappelle que si vraiment vous aimez les analyses de l'actualité footballistique, que vous aimez simplement le football en général, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne là. J'ai fait en tout cas ce concept d'actu mondial pour ouvrir ma chaîne à d'autres sujets que uniquement le Real Madrid ou la Liga. Du coup peu importe quelle équipe vous supportez ou quoi, vous êtes les bienvenus. Enfin bref, on commence avec du lourd, avec déjà Erling Haaland qui continue et encore de battre des records. À 22 ans, le Norvégien pour sa première saison d'adaptation en Première Ligue absolument phénoménale. 34 buts marqués en une seule saison de Première Ligue sur le format à 38 journées. À l'époque il y avait Shearer et Cole qui étaient aussi à 34, mais dans un format il me semble à 22 équipes, donc 42 journées, c'était absolument phénoménal déjà. Mais aujourd'hui le fait que Haaland le fasse en 30 journées, sachant qu'il a manqué déjà 2-3 matchs avec City, je crois que c'est 2 matchs qu'il a raté, c'était phénoménal. Ça prouve qu'il avait quand même de la marge encore de progression, une marge pour atteindre ce palier qui de base était inatteignable à part par Salah il y a quelques années maintenant qui avait marqué 32 buts, et le fait qu'il est à 34 et qu'il a encore 6 journées pour en planter 6 et aller à 40, c'est légendaire, et s'il le fait dès sa première saison, t'imagines bien qu'à 23-24 ans ou plus, parce que là il est pas du tout à son prime, et en plus comme les gens le critiquaient depuis le début de saison, comme quoi il touchait pas assez de ballons, qu'il était pas assez intéressant dans le jeu, que City était mieux sans Haaland qu'avec Haaland, au final plus t'avances, plus Haaland progresse dans le jeu grâce à Guardiola, grâce à ses appels, ça vient parfaitement d'appui, lancer ses coéquipiers, faire plus de passes décisives, mettre vraiment toutes ses qualités, non seulement pour marquer mais aussi pour le collectif. Haaland devient une machine quasiment parfaite, et il a que 22 ans, donc imaginez les records qu'il va faire tomber au fur et à mesure. Donc cette année moi je pense qu'en plus il peut passer largement les 40 voire un peu plus, il a largement le niveau pour ça, et vu les adversaires de City il y a de la place pour ça. En plus il a fait tomber un autre record, c'est que c'est le premier joueur à dépasser la barre des 50 buts toutes compétitions confondues avec un club anglais depuis Tom Waring avec Aston Villa dans les années 1930-1931. C'est légendaire. Si malgré tous les attaquants de classe mondiale comme les Drogba, les Agüero, les Torres, etc., pour ne citer que, parce que je vais pas citer non plus toute la liste, pendant plusieurs années personne l'a fait, c'est vraiment que c'était compliqué. Lui il le réalise et il peut encore justement aller pourquoi pas toutes compétitions confondues jusqu'à 60 au minimum. Je suis très certain que Erling Haaland dans l'avenir du football mondial, c'est lui pourquoi pas qui pourrait battre un jour le record de buts de CR7 en une saison de Ligue des Champions, pourquoi pas le record de buts de Messi sur une saison entière, etc. Il a vraiment tout pour lui au niveau des statistiques, des compétences et des qualités, et si en plus il a un collectif qui lui sert autant de caviar, pour moi je pense qu'il est parti pour marquer plus que la légende, tu vois. Et dommage qu'il soit norvégien par rapport aux compétitions internationales comme l'Euro ou la Coupe du Monde, où il aura beaucoup moins de chances de remporter ses compètes que d'autres en tout cas joueurs qui sont mieux lotis entre guillemets, avec des coéquipiers peut-être ou plus de talent en général dans leur sélection, mais en club en tout cas, il a tout pour briller. En parlant aussi de records, il est temps de parler de Lamine Yamal, le jeune joueur du Barça qui a 15 ans, bientôt 16, est rentré en jeu en Liga l'autre jour. Il est même rentré en jeu à la place de Ferran Torres qui lui est resté sur le banc du coup tout le long de la rencontre. C'est quand même un truc de fou de voir que Xavi avait envie de faire plaisir à ce gamin là. On sait que la Liga est gagnée par le Barça vu qu'ils ont 11 points d'avance, que le match en plus était largement gagné contre un Betis réduit à 10 un peu injustement au bout de 20 minutes de jeu, mais le Barça qui maîtrisait totalement son sujet. Et en plus apparemment Lamine Yamal, pour tout ce qu'il réalise au niveau des équipes de jeunes au Barça, où il est en plus très surclassé à chaque fois, où il est toujours en avance sur ses coéquipiers par moment en équipe réserve qui ont 18, 19 ans voire un peu plus. Lamine Yamal montre par ses qualités, déjà on l'a vu au moins de la première accélération, qu'il n'était pas du tout stressé, pas du tout tendu, qu'il avait en tout cas des jambes de feu, qu'il avait une bonne vitesse et pourquoi pas une bonne qualité technique et pourquoi pas un QI football intéressant. Attendant de voir pourquoi pas ce qu'il est capable de faire sur une mi-temps ou 90 minutes un peu plus tard, mais en tout cas à 15 ans il bat déjà des records, un petit peu à l'instar de Hendrick que le Real Madrid a acheté, qui est déjà titulaire quasiment au Brésil à Palmeiras à seulement 16 ans, il jouait déjà en pro à 15 ans et quelques. Là Lamine Yamal bat un record en tout cas vieux de plus de 50, 70 ans, un truc comme ça au Barça, parce que je crois que le joueur le plus vieux, le plus jeune à avoir joué pardon, il avait 16 ans et quelques. Donc là c'est absolument phénoménal, même si on peut dire que pour le coup Xavi et le Barça vivent un peu pour les caméras, pour battre un record, parce que bon là ça servait pas forcément à grand chose de l'amener aujourd'hui, mais en tout cas si le joueur a été repéré par Xavi, a fait partie du groupe et a pu avoir l'occasion de rentrer, c'est quand même que le joueur a des qualités. Donc attendons de voir sans s'enflammer ce qu'il est capable de faire. Moi je suis pas encore assez renseigné pour voir vraiment ses statistiques au niveau amateur ou du moins au niveau des catégories inférieures, etc. Mais
Après, ce qui compte, c'est bien sûr de gérer comme il faut le dossier, ne pas cramer le gosse trop vite, ne pas le surexposer. Il est bien sûr amené peut-être à battre de grands records si vraiment il a le talent qu'on lui prédisait. Ansu Fati, on lui prédisait beaucoup de choses, mais avec ses blessures, ça allait très vite et aujourd'hui sa carrière est au point mort. Et le Barça souhaite même carrément le vendre. Donc du coup, attention à pas cramer les ailes des joueurs trop vite. Le PSG est inquiétant, ils ont perdu 3-1 à domicile contre l'Orient. Ils ont beau avoir tous les moyens du Moyen-Orient, c'est finalement un Moyen-Lorient qui les a battus. Et vous allez en tout cas noter le jeu de mots en commentaire. Mais globalement, là, le FC Lorient, qui est de base une équipe qui est un peu en galère quand même au niveau du jeu, qui n'a pas non plus des joueurs énormes, qui a perdu en plus quelques joueurs comme Mofi, tout ça, qui faisait la différence avant, qui n'a pas la meilleure défense ni la meilleure attaque du tout. Ils sont venus au Parc des Princes, ils ont éclaté le PSG. Après le PSG, oui, au bout de 20 minutes et quelques, ils ont fini à 10 avec le carton rouge de Achraf Hakimi. Mais globalement, ils se sont fait maîtriser le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était sans idée, n'arrivait pas à contourner le bloc de Lorient. Lorient a réussi à marquer par 3 fois, ce qui montre aujourd'hui toutes les limites de la défense du Paris Saint-Germain. On sait qu'ils ont beaucoup de points d'avance. Maintenant, aujourd'hui, leur avance par rapport à Marseille est réduite à 5 points. Donc forcément, l'avance est grappillé petit à petit. Il reste quoi 4 ou 5 journées où le Paris Saint-Germain va affronter globalement des équipes de bas de tableau comme Ajaccio, 3, etc. Peut-être Clermont aussi si je dis pas de bêtises, mais le Paris Saint-Germain a des raisons de s'inquiéter. Dans la qualité de son jeu, le fait que ce soit trop Mbappé dépendant, le fait que Messi, certes, a des petites stats intéressantes entre les buts et les passes D, mais ne fasse pas la différence quand il le faut, le fait que la défense du Paris Saint-Germain est désorganisée et manque de vitesse et d'impact par moment, que les mecs comme Verratti aussi se sont fait totalement lyncher au milieu de terrain, et on sent que l'absence de jeu, de tactique et simplement de leader dans cet effectif, ça devient criant. Ça devient criant. Je vais pas te dire jusque-là que Marseille peut par exemple leur passer devant jusqu'à la fin de saison. Tout est possible au niveau mathématique. Mais ça voudrait dire quand même que sur les 5 dernières journées où le PSG va affronter des équipes beaucoup moins fortes, c'est surtout là où tu dois dire que le PSG doit perdre quand même 2 matchs minimum ou faire 3 matchs nuls. Parce que je crois qu'au goal average, Marseille est largement derrière. Et même s'il y avait un goal average particulier, le PSG avait éclaté Marseille. Donc au final, Marseille doit absolument passer devant au point. Donc soit ils font 3 matchs nuls et eux ils font un carton plein Marseille, soit c'est 2 défaites du PSG, mais je les vois pas perdre 2 fois ou faire 3 nuls contre des équipes qui arrivent. À moins que les équipes elles bétonnent de ouf et que le PSG a pas de chance et tombe sous la pression, se précipite trop ou multiplie les erreurs comme ici avec un carton rouge, se retrouve en infériorité numérique, n'a pas d'occasion en tout cas de revenir comme il faut. Ça peut vite arriver dans le football, mais personnellement avec un peu de recul faut quand même se calmer et je pense que ça ira pas. Après honnêtement, vu les prestations du PSG, on sait que Galtier normalement ne sera pas conservé, mais vu le discours de Galtier en conférence de presse, t'as l'impression que le PSG planifie déjà la saison prochaine avec Galtier. Alors que pour moi il vaudrait mieux qu'ils prennent un José Mourinho qui a certes un comportement, un caractère très fort, mais il faut au moins ça pour cadrer un vestiaire de stars. Il mettrait à l'heure ceux qui ne méritent pas de jouer et il ferait en tout cas les bons choix je pense au mercato. Surtout que le PSG ils ont fait beaucoup de recrues, mais des recrues qui jouent quasiment pas ou qui apportent très peu, qui ont du mal à se fendre dans le collectif. Donc au final, faire un petit écrémage et recruter plus intelligemment, ce serait quand même mieux pour le PSG, qui devrait aussi regarder au passage avec ses pertes et les fair play financiers, tout ça, pour régler la mire au mercato. Mais Galtier, pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Mais après, au-delà de Galtier, pour moi, c'est les joueurs qui doivent être remis en question. Parce que les coachs ont beau se succéder et trouver des discours plus ou moins différents, des tactiques différentes, c'est toujours la même chose au PSG. Et après, il faut quand même le dire aussi qu'en Ligue 1, t'as beau avoir le pire PSG de l'RQSI, ils sont quand même à 5 points devant Marseille. Marseille au passage qui va jouer contre Lens le prochain match, donc un match quand même très rythmé. Ils ont Lille à jouer aussi, ils ont des déplacements intéressants et compliqués. Donc Marseille qui fait un carton plein, j'y crois moyen. Paris qui tombe plusieurs fois, j'y crois moyen. Et Marseille qui passe dans le PSG, j'y crois moyen. Du coup, on verra bien, mais en tout cas, c'est clair que sur la qualité et le fond de jeu, le PSG a de quoi s'inquiéter. Au niveau de la Serie A, on peut parler de la clim qu'a subi Naples, qui était champion quasiment pendant 85 minutes. Les mecs étaient là, ils avaient ouvert le score, ils étaient parfaits dans le match, en tout cas, tout se passait bien. Au final, ils ont pris un but magnifique avec Osimhen, le pauvre, qui se prend un petit pont au passage, avant que Diam mette ensuite un magnifique enroulé pied gauche sur le lucarne opposé. Mais franchement, Naples qui a subi une clim immense, quand tu vois que pendant tout le long de la rencontre, t'avais les supporters de Naples qui étaient dans le stade, qui étaient tout au long, tout autour du stade, qui faisaient craquer des fumigènes, t'avais une ambiance de malade. Et au final, les pauvres, ils doivent attendre au moins une semaine pour fêter le titre. Mais bon, le prochain match c'est à l'Udinese, c'est pas à Naples, et donc forcément, Naples, à moins de perdre, ils vont du coup fêter le titre à l'extérieur. Et forcément, c'est un peu dommage parce que là, la fête était totale. Il restait plus que 5 minutes, même pas au chronomètre. Ils auraient pu être champions dès maintenant. On sait que c'est eux qui vont être champions, mais c'est sûr qu'être champion dans ton stade, avec une victoire en plus de ça,
c'est parfait, t'as tes supporters qui t'attendent, tu peux faire la fête jusqu'au lendemain, au moins tu valides la saison, t'enlèves la déception de la Coupe d'Italie ou la Ligue des Champions où t'as perdu en plus contre une équipe italienne, parce que tu domines ton sujet depuis le début de saison, mais Naples, c'est vrai qu'ils auront enfin droit au bonheur, après quelques saisons, ils ont fini deuxième, où ils essayaient de concourir contre l'Inter ou la Juventus, très belle équipe et un très bon club de football, je suis quand même très content pour eux. De l'autre côté, t'as l'Inter qui a explosé la Lazio 3-1, avec une belle prestation, ils remontent maintenant 4ème à égalité avec la Roma et le Milan AC. Ça se joue alors soit aux confrontations directes en Italie, soit à la différence de but, le goal average. Mais franchement, l'Inter Milan revient de très loin. Ils avaient eu une très mauvaise passe à des moments. La Roma était partie très loin. La Roma qui, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de prendre le large, malheureusement subit des buts dans les dernières secondes, comme contre le Milan AC ce week-end, ils ont fait 1-1, qui les empêche de prendre le large, qui les empêche de rejoindre la Juventus et la Lazio de Rome un peu plus haut au niveau du classement. Mais c'est clair que la bataille pour la qualif en Ligue des Champions, ça va être très très compliqué. La Roma qui peut encore se qualifier au pire, soit par le championnat, soit par l'Europa League, même s'il reste le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso et pourquoi pas la Juve à battre justement, ou le FC Séville qui est le roi de la compétition. La tâche ne sera pas facile pour l'AS Roma de José Mourinho, et le Milan AC ou l'Inter Milan seront forcément aussi un des deux déçus. Donc attention, à voir qu'est-ce qui peut se passer, parce que même la Juventus ou la Lazio peuvent s'écrouler d'ici la fin de saison. Il y a des gros matchs qui arrivent entre justement les équipes de haut de tableau, donc tout peut arriver. Il restera plus qu'à voir en tout cas comment le suspense va se délier, et je pense que la Serie A aujourd'hui a une compétition quand même plutôt de plus en plus intéressante et qui retrouve vraiment sa gloire d'antan. Par rapport aux prestations déjà en championnat, par rapport aux équipes qui reviennent de mieux en mieux, les mercatos qui sont mieux gérés, et aussi par rapport aux prestations des équipes italiennes en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. 2 équipes en demi-finale d'Europa League et quand même 2 équipes en demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien. L'angoisse Dortmund et de la Bundesliga, Dortmund qui à chaque fois a l'occasion de distancer le Bayern, qui profite des erreurs du Bayern, etc. mais qui en profite finalement qu'à moitié, parce qu'une fois qu'ils repassent devant, ils échouent le week-end d'après contre une équipe moyenne ou largement inférieure à eux, et derrière le Bayern repasse devant comme ce week-end. C'est quand même un peu chiant. Le Borussia Dortmund, pour moi, ils ont eu 15 fois l'occasion cette année de remporter la Bundesliga devant un des pires Bayern de l'histoire de la dernière décennie, qui a en plus changé de coach, qui a eu beaucoup de difficultés, qui n'a plus Lewandowski, qui a des joueurs qui marquent beaucoup moins qu'avant, un jeu beaucoup moins souverain et dominant qu'avant, et Dortmund qui a quand même une belle jeunesse, qui a quand même des joueurs aujourd'hui qui vont claquer la porte cet été, comme Bellingham, tout ça, à l'occasion quand même, après un bon recrutement comme des Adeyemi, comme Malen, etc., d'avoir quand même une équipe qui peut aller chercher quelque chose, mais bon, c'est compliqué. Même quand le Bayern se fait sortir de la Coupe d'Allemagne, eux aussi sont fait sortir de la Coupe d'Allemagne par Leipzig derrière, alors qu'ils avaient tout un boulevard pour aller chercher la coupe et potentiellement faire un doublé Coupe Bundesliga. Donc là le coup il reste plus que 4-5 journées, je crois un truc comme ça, 4 journées, donc ils peuvent s'en prendre qu'à eux, si le Bayern à la fin ne s'écroule pas et remporte le titre. Mais en tout cas Dortmund, on peut clairement se le dire, c'est une équipe qui est éclatée au sol, une équipe de petits frères, comme on peut appeler ça comme ça, qui aime trop se faire gifler et qui aime trop offrir le titre au Bayern, même quand ceux-ci font un peu les efforts pour faire croquer le petit frère. Même le petit frère il rend son jouet au grand, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après je suis un peu déçu pour l'équipe de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen, parce que ils avaient tout pour remonter pourquoi pas la 4ème place, mais lui il a récupéré l'équipe à l'époque où ils étaient relégables, ou avec une première partie de saison quasiment qui était éclatée. Dès qu'il les a récupérés, ils ont enchaîné les victoires contre Dortmund, Leipzig, ils ont fait même nul contre l'Union Berlin, ils ont battu le Bayern, etc. Donc il va peut-être se qualifier en Ligue des Champions en remportant l'Europa League, en tout cas je lui souhaite à Xabi Alonso, mais c'est clair que le parcours qu'il a fait pour les mener 6ème et tenir la dragée haute à toutes les grosses équipes d'Allemagne, et du moins tous ceux qui sont devant eux, c'est absolument parfait. Après dans le reste t'avais Leipzig où t'as eu le retour d'Nkunku qui a pu marquer en tout cas un but, comme à l'époque avant sa blessure où il enchaînait but sur but et passe D sur passe D. Donc là il a sauvé Leipzig, il les laisse en haut du classement, donc en tout cas on peut dire bravo à lui avant qu'il parte à Chelsea cet été dans une équipe qui va être ultra en galère. Mais en tout cas Nkunku, ça fait plaisir de le voir briller encore à ce niveau là, et que les blessures soient loin de lui bien entendu. CR7 en crise en Arabie Saoudite, il a joué que 12 matchs là-bas pour 12 buts marqués. Certes au niveau individuel c'est pas mal, mais au niveau collectif ça va pas du tout. Ils sont 2e à 3 points des leaders du championnat d'Arabie Saoudite, et en plus les leaders ont un match en plus à jouer, donc forcément ils peuvent potentiellement être à 6 points et perdre le championnat dès sa première saison. Beaucoup de déboires contre justement des concurrents directs où ils ont perdu des matchs ultra importants, des erreurs aussi grotesques qui les ont fait perdre des points dans les dernières secondes, une équipe qui n'a pas un collectif ultra huilé avec des entraîneurs ultra contestés aussi, Cristiano Ronaldo qui peut être mal entouré, en tout cas il a pas des joueurs de classe mondiale à ses côtés, ça c'est sûr, on joue en Arabie Saoudite et tout ça.
Les autres équipes ont pas forcément mieux, mais en tout cas des collectifs qui sont apparemment un peu plus huilés, plus efficaces. Et Ronaldo en tout cas n'a pas de chance pour le moment. Ils ont perdu la Super Coupe d'Arabie Saoudite, ils ont perdu aussi la Coupe d'Arabie Saoudite l'autre jour. Donc globalement, CR7 n'a pas la chance de remporter un trophée cette saison et peut-être qu'il le fera dès l'année prochaine. Mais en tout cas au niveau individuel, même si ça justifie pas pour l'instant au niveau de ses stats l'investissement de 200 millions d'euros quasiment par an au niveau de son salaire, ou je sais plus combien il gagne exactement, mais pour un joueur comme ça aussi compétiteur qui en plus fait des prises de judo maintenant, qui est souvent dégoûté quand il sort des stats tout ça, qui n'a pas un comportement irréprochable, il est vrai, mais il a un comportement de winner qui déteste la défaite, qui veut toujours gagner plus et forcément ça doit motiver ses coéquipiers à aller de plus en plus haut. Pour l'instant en tout cas son aventure là-bas se passe pas forcément si bien. Après au niveau des tours des résultats, on a eu par exemple le match incroyable entre Liverpool et Tottenham, 4-3 pour Liverpool. Liverpool menait 3-0 au bout de 12 minutes, on pensait que Tottenham allait subir exactement la même chose que contre Newcastle qui menait 3-0 pardon en bout de 8 minutes et après 6-1 vous savez tous, mais globalement Tottenham a réussi à se remotiver par Kane, par Son et aussi Richarlison pour venir à 3-3 de manière improbable du coup à la 90e minute. Ils ont même pas le temps de faire l'engagement à l'action d'après, que Lucas Moura fait une erreur et du coup c'est Jota qui marque le 4e but. En plus on a eu droit à l'action la plus drôle du week-end, avec notamment Klopp qui allait voir le 4e arbitre tout énervé, tout rigolant, qui du coup se claque la cuisse à ce moment-là. Du coup c'était une image super drôle qui montre aussi toute la fougue de l'entraîneur qui aimait pas forcément ce qui se passait au niveau peut-être de l'arbitrage ou pas mal de choses et qui a failli avoir la frayeur d'une remontada côté Tottenham, mais au moins ils ont remporté les 3 points. On a eu droit à un match de folie, c'est en tout cas ça le football, c'est ça la première ligue, c'est ça qu'on aime. Toulouse qui a remporté la finale de Coupe de France 5-1 en explosant Nantes en tout cas en finale. C'est peut-être une des plus grosses victoires qu'il y a eu en finale de Coupe de France, en tout cas par rapport à ce que je me rappelle ou ce qu'on a pu voir ces dernières années. C'est une des plus grosses victoires qui a été faite. Toulouse qui menait 4-0 à la mi-temps si je dis pas de bêtises, avec en plus de magnifiques passes décisives, des buts pleins de sang-froid, des erreurs nantaises qui ont été catastrophiques. Quand tu penses que Nantes a sorti Lyon au tour précédent et Lyon qui avait totalement la place de remporter la Coupe de France, c'est entièrement mérité pour Toulouse qui en tout cas a joué crânement sa chance, qui a eu un beau football, qui a su c'était quoi une finale, gérer la pression même si Nantes avait déjà remporté la Coupe de France l'an dernier. Ils auraient pu faire le doublé coup sur coup cette saison, mais Toulouse en tout cas était beaucoup plus méritant et aussi beaucoup plus intéressant à tous les levels. Et aussi le PSV Eindhoven qui a remporté la Coupe des Pays-Bas devant l'Ajax Amsterdam qui fera donc une saison blanche, avec notamment Xavi Simons qui a bien fait son choix cet été de partir au PSV, qui remporte du coup un titre au passage pour sa première saison là-bas, qui fait de très belles stats, qui laisse des regrets au Paris Saint-Germain. Mais le PSV c'est vraiment une équipe qui est très plaisante à jouer. Ils ont certes perdu les Gakpo et certains joueurs au mercato d'hiver, mais globalement le PSV Eindhoven mérite au moins d'avoir un titre. Ils sont un peu dépassés au niveau du championnat actuellement parce qu'ils sont deuxième à quelques points du leader Feyenoord, mais franchement ils ont un bon football et le fait qu'ils aient surclassé l'Ajax qui pendant un moment dominait un petit peu les championnats des Pays-Bas et tout ça, c'est quand même un signe qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place, qu'ils ont été très intelligents au recrutement, dans la gestion de l'effectif, donc franchement bravo à eux. Et après la plus grosse déception du week-end, c'est pour moi pour le FC Valence qui a perdu 2-1 à Cadiz contre un adversaire direct justement pour le maintien. Valence qui est aujourd'hui relégable, ça me fait extrêmement mal de voir un club mythique comme ça tomber dans la relégation, entre mauvaise gestion, entre investisseurs qui s'en bat les reins du club totalement. Ça fait extrêmement mal de voir Valence qui perd même contre les adversaires directs et des équipes qui sont pas forcément très fortes. C'est quasiment aujourd'hui inéluctable qu'ils descendent. Il y a encore Almeria devant eux, un peu Cadiz devant, Valladolid, tout ça, mais ça va être très très chaud pour Valence de se maintenir et j'espère vraiment que ce club réussira à mettre fin à sa spirale négative, que peut-être l'effectif qui a certes beaucoup perdu de grands joueurs ces derniers temps, du moins beaucoup de grands joueurs de leur effectif, pourra peut-être se reconstruire davantage avec des jeunes ou un mercato qui peut être un peu ambitieux ou du moins fait de manière intelligente. Mais ça me fait super mal de voir cette équipe là potentiellement descendre en Ligue 2. Ils ont pas leur place en Ligue 2 et pour moi c'est une équipe qui peut se relever, qui a une histoire, c'est une entité incroyable et ce serait quand même extrêmement dommage de les voir partir. Enfin bref, c'est tout les amis pour cet épisode d'actu mondial en termes de football. Je vous laisserai me dire en commentaire quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué, si ça vous a plu comme d'habitude, si les analyses vous ont plu évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.